Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour cette conférence découverte sur la Patagonie et j'aurai l'occasion dans quelques secondes de céder la parole à Jean-Charles Tillier, le directeur des croisières de Voyage Exception, grand connaisseur de la Patagonie qu'il a déjà parcouru, je pense, des dizaines de fois et qui va vous faire rêver avec une présentation de ce sublime itinéraire. Mais avant, je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle car comme vous l'avez lu probablement dans les médias, il sera enfin possible de voyager, de revoyager à partir du 15 décembre. Alors je sais que vous êtes nombreux à, euh, à attendre ce moment qui vous permettra de redécouvrir le plaisir de la découverte et du dépaysement. Nous le sommes aussi, très heureux. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, nous reprendrons nos croisières uniquement sur des petits bateaux à partir du mois de février prochain, notamment à destination des Seychelles et des Canaries. Alors, en ce qui concerne les bateaux de taille un peu plus importante, aujourd'hui, les croisières ne redémarrent pas encore, mais nous avons beaucoup de motifs d'espoir, notamment avec les nouvelles sur le vaccin, les vaccins qui sont en train d'arriver, sur les traitements aussi, et puis le reflux de l'épidémie, notamment en Europe, en Asie et aussi en Amérique latine. Donc aujourd'hui, nous pensons que les croisières sur les grands bateaux pourront redémarrer à partir du mois de juin ou au plus tard en septembre. Donc là aussi, c'est des motifs d'espérer et nous sommes en tout cas ravis chez Voyage d'Exception de pouvoir reprendre la mer. La deuxième bonne nouvelle, c'est plus étonnant, c'est le Black Friday. Et voilà, je vais partager avec vous mon écran. Nous avons décidé, chez Voyage d'Exception, de profiter, de célébrer à notre façon, finalement, le redémarrage des voyages avec des offres exceptionnelles Black Friday. Donc, le Black Friday, une fois n'est pas coutume, c'est à partir d'aujourd'hui, chez Voyage d'Exception, pour une semaine. Et nous vous proposons des remises sur 6 destinations, 6 croisières que je vous présente. La première, c'est les Seychelles. J'en parlais il y a quelques secondes. Donc, c'est une croisière qui a lieu du 4 au 15 février sur un petit yacht de 25 cabines. Et nous vous proposons 1 400 € de réduction par cabine pour les cabines doubles. Ensuite, nous avons les Canaries. Donc, c'est une croisière qui a lieu, elle, du 13 au 20 mars 2021. Et là, nous vous offrons 15% de réduction sur les cabines du pont Horizon. Enfin, le Danube, avec l'émission Déraciner des ailes. Donc, c'est la troisième année où nous vous proposons cette croisière qui rencontre beaucoup de succès. Elle a lieu du 13 au 20 mai. Et là, nous proposons 25% de réduction sur les cabines du pont supérieur. 3 autres croisières sont concernées par ces réductions. La croisière de Dubrovnik à Athènes, qui a lieu du 10 au 18 juin, où là, nous proposons 2 000 € de réduction par cabine sur les catégories A et P, pour les cabines doubles également. La croisière transatlantique, sur le Queen Mary 2, en compagnie de Patrick Poivre d'Arvor, du 9 au 17 juin, avec une réduction de 20% sur les catégories B, C, I, F et E, F. Et enfin, l'Islande, notre fameuse croisière autour de l'Islande, avec 2 départs en juin 2021 et 2 500 € de réduction par cabine également pour les catégories O, D et A. Donc, ces offres sont valables une semaine à partir d'aujourd'hui et ne concernent que 2 ou 3 cabines maximum par voyage. Donc, je vous invite vraiment à nous solliciter si vous êtes intéressé, soit en demandant la brochure, soit en nous appelant et en posant une option. Encore une fois, nous savons que ces offres exceptionnelles, c'est la première fois que nous faisons ça, seront vite comblées. Donc, n'hésitez pas, les liens pour demander les brochures figurent dans les commentaires de cette vidéo YouTube en live. Un mot peut-être juste avant de céder la parole à Jean-Charles sur les assurances. C'est un point important et vous nous posez beaucoup de questions sur ce sujet. Je vous confirme que nos nouvelles assurances annulation, donc que nous avons montées en partenariat avec Présence Assistance, intègrent toutes les conséquences du Covid et notamment vous êtes remboursé si vous avez le Covid dans le mois qui précède le départ, y compris si vous êtes asymptomatique d'ailleurs, ou si vous avez un refus d'embarquement ou un refus
à l'aéroport suite à une prise de température ou pour toute autre raison. Donc, vous êtes complètement couvert. Et puis, si voilà, si il se passe quelque chose pendant ce séjour, là aussi, notre assurance couvre tous les frais en rapport avec le Covid. Donc c'est un point important car je sais que vous nous posez beaucoup de questions sur ce sujet. Je reviens donc, au sujet d'aujourd'hui, donc notre fameuse conférence sur la Patagonie et j'ai le plaisir maintenant de céder la parole à Jean-Charles et quant à moi, je vous retrouve à la fin de cette présentation. À tout de suite. Oui, merci Lionel et bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble cette nouvelle conférence découverte sur la croisière Patagonie et Terre de Feu. Alors, je pense qu'il faut avouer qu'il y a peu de destinations dont le nom évocateur fait autant rêver. Une destination qui laisse libre cours à notre imagination, à ces destinations lointaines, sauvages, où le temps semble s'être figé, semble s'être arrêté parfois. Et on a l'impression, lorsque l'on découvre ces belles destinations, eh bien, de revenir aux origines, de redécouvrir la nature telle que l'ont vu les premiers hommes. Il faut dire que la Patagonie, eh bien, c'est cet immense territoire qui s'étend sur deux pays, le Chili à l'est, côté Pacifique, et l'Argentine à l'ouest, côté Atlantique. C'est un territoire immense qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, environ une fois et demie la taille de la France, ou peut-être 25 fois la taille de la Suisse pour nos amis de la Confédération helvétique que je salue aujourd'hui. Elle possède, la Patagonie, bien une densité de population qui peut faire rêver en cette période de distanciation sociale, simplement puisque l'on parle d'une moyenne de 2 habitants au kilomètre carré. Ça indique effectivement qu'elle est extrêmement sauvage. En ce qui concerne la Terre de Feu, puisque c'est cette croisière en Patagonie et Terre de Feu, eh bien, il s'agit simplement de l'archipel qui est situé tout au sud du continent américain. En réalité, il s'agit de la pointe méridionale du continent américain qui est, elle, située au cœur du détroit de Magellan. Il s'agit du Cap Froward. Je vous l'ai entouré en rouge sur la carte sur votre droite pour que vous puissiez voir donc, cette pointe méridionale. Et au-delà, eh bien, au-delà de cette pointe, il existe aussi des terres, et plus précisément des îles que vous pouvez apercevoir sur la carte, qui forment donc un archipel, dont l'île la plus connue est certainement l'île de Horn, où est situé le mythique Cap Horn. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Et cet ensemble, cet archipel, eh bien, vous l'aurez compris, s'appelle la Terre de Feu. Vous en savez donc un petit peu plus sur cette destination. Et après cette brève introduction que je qualifierais plutôt de géographique, bien, vous vous êtes peut-être un petit peu demandé comme moi, pourquoi ce nom de Patagonie nous fait autant rêver. Eh bien, quelques éléments de réponse. Cela remonterait tout d'abord à la découverte de ces territoires par les Européens. Plus précisément de Antonio Pigafetta, qui est ni plus ni moins que le chroniqueur du premier tour du monde réalisé par l'expédition de Magellan. Et à son retour, il va publier en 1525 le récit de son voyage. Et dans ce récit, eh bien, on découvre effectivement les quelques notes qu'il a prises sur la découverte de ce détroit de Magellan. Il observe, tout comme ses camarades d'ailleurs, eh bien, de ci, de là, la présence de fumée, donc qui signifie aussi la présence humaine dans cette région. Et ces fumées vont donner naissance au nom de ce territoire, la Terre des Fumées, devenue aujourd'hui la Terre de Feu. Et ce récit va laisser, je pense, aussi libre cours à de nombreuses légendes, tout d'abord sur ses habitants, sur ses territoires, un pays qui serait peuplé de géants, de sauvages, des peuples ou même peuplés, je dirais, de monstres terrifiants parfois. D'ailleurs, ces mêmes explorateurs vont leur donner le sobriquet de Patagon. Alors littéralement, la traduction pourrait être les grands pieds, car les empreintes qu'ils pouvaient observer à terre laissaient apparaître d'immenses traces. Alors bien sûr, il y a une petite explication simple, c'est simplement que ces Patagons, eh bien, enveloppaient leurs pieds dans des linges, et donc effectivement leurs traces de pas semblaient gigantesques. C'est une hypothèse qui, quoique plausible sur l'origine peut-être de ce nom de Patagon, a été mise cependant a été mise à mal, je dirais, au XVIIIe siècle, puisque l'on pense un peu plus aujourd'hui qu'il y aurait derrière une thèse un petit peu plus littéraire, puisqu'il faut savoir que le nom de Patagon serait issu d'un roman de chevalerie
un roman de chevalerie très en vogue au XVIe siècle, date de cette première expédition autour du monde qui est passée et qui a découvert, ou en tout cas repéré ce nouveau passage par le détroit de Magellan. Et au moment de la découverte de ces territoires, cet ouvrage que vous voyez sur la droite, Prima León, affronte une créature sauvage portant le nom de Patagon. Et on pense que cela, bien sûr, a influé sur le choix du nom, en tout cas de ces peuples premiers qui habitaient la Patagonie lorsque ces premiers Européens sont arrivés ici. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout, puisque nous avons aussi hérité par la suite de récits de tous les successeurs qui ont fréquenté la région. Tout d'abord, nous avons eu les rapports des grandes expéditions scientifiques qui ont suivi à partir du XVIIIe siècle, toutes celles qui ont fréquenté cette région, tel le jeune Charles Darwin, que vous voyez sur la gauche. On a plus l'habitude de le voir avec sa barbe. Là, c'est parce qu'il était jeune et qu'il est venu ici dans ces territoires, ou peut-être Jean-Baptiste Charcot. Et enfin, je pense qu'il faut citer aussi tous les romans qui ont permis aussi d'alimenter notre curiosité en produisant de plus en plus de récits, de nouveaux témoignages. Alors, je ne peux m'empêcher ce matin de vous en citer quelques-uns. Le premier, peut-être qui vous viendra tout comme moi à l'esprit, Le phare du bout du monde, Jules Verne, ce phare situé sur l'île des États, dont nous parlerons encore un petit peu plus tard, ou bien les ouvrages aussi qui ont été liés à la fabuleuse histoire de l'aéropostale de Saint-Exupéry à Mermoz, tel Vol de nuit. On dit que la Patagonie aussi aurait inspiré Saint-Exupéry pour l'écriture du Petit Prince. On pourrait encore parler, par exemple, et j'en ai presque terminé, promis, de cette histoire rocambolesque d'Antoine de Tounens. C'est ce Péricourdin qui est devenu roi de Patagonie et d'Araucanie tout de même, et immortalisé entre autres par le roman de Jean Raspail que vous voyez sur la gauche, ou encore plus récemment, puisque je parle de certains ouvrages qui ont plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines, mais encore cet été, il y a eu un très très beau documentaire qui a été diffusé à la télévision, Les ailes de la Patagonie, avec la participation de Sylvain Tesson tout de même. Alors bref, je pense que vous l'aurez compris, la Patagonie, avec ses histoires, ses légendes, eh bien, c'est une destination qui n'a pas cessé d'alimenter de nouveaux récits, de nouveaux romans, et elle est encore omniprésente aujourd'hui dans notre littérature occidentale. Et je pense que c'est un petit peu aussi pour tout cela que nous vous proposons d'embarquer avec nous sur cette belle croisière en Patagonie et Terre de Feu. C'est un itinéraire tout d'abord qui va vous permettre bien sûr de découvrir ce territoire quelque peu mystique, en faisant tout d'abord, si vous regardez la carte sur la gauche de votre écran, en faisant le tour de la pointe sud du continent américain. C'est une croisière qui vous permettra donc de découvrir le Chili, l'Argentine, mais également l'Uruguay et les îles Malouines, de découvrir aussi leurs 4 capitales, Santiago de Chili, Buenos Aires bien entendu, mais également Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et Port Stanley, la capitale des îles Malouines, mais également aussi, je dirais, d'arpenter ces villes que je qualifierais peut-être de capitale australe de ces deux grands pays, Punta Arenas côté chilien et Ushuaia qui nous parle d'autant plus pour nous les francophones. Mais surtout, c'est une croisière qui vous permettra bien aussi de traverser ces magnifiques territoires des fjords chiliens avec ces canaux, ces glaciers, grâce aux navires. C'est quelque chose que l'on peut faire que par la mer, grâce à ces bateaux, dans ces territoires qui sont tellement reculés que parfois il est excessivement difficile de les atteindre. Et vous partirez aussi, il ne faut pas l'oublier, à la rencontre aussi de la faune de ces territoires. Nous sommes dans des territoires australes et subantarctiques, même comme nous serons au Malouines. Et c'est ce que je vous propose de parcourir et de découvrir ensemble, en tout cas, pendant cette petite présentation. Alors tout d'abord, puisque nous allons donc devoir nous rendre là-bas, en Patagonie, je vous rappelle que nous devrons donc franchir l'Atlantique pour rejoindre cette belle destination, et que ces vols transatlantiques sont relativement longs. Sachez tout de même, ce sont des vols d'une moyenne de 12 d'heures, et que nous privilégions le confort en choisissant des vols en priorité de l'Alliance SkyTeam ou de l'excellente compagnie locale régionale LATAM. Alors sachez aussi, je me permets de le préciser aujourd'hui, que notre service transport est aussi à votre disposition, puisque vous pouvez les solliciter si vous souhaitez un peu plus de confort pour ces vols. Nous avons souvent des demandes, et ça me paraît tout à fait légitime, des personnes qui souhaiteraient avoir un vol avec un peu plus de confort, les classes premium ou business par exemple. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous ferons simplement une proposition tarifaire pour ces catégories si vous souhaitez le faire.
Je profite aussi pour vous dire que nous pouvons gérer vos vols depuis Paris, Genève ou Bruxelles, simplement en fonction de votre habitation et de votre logement pour faciliter en tout cas ce beau voyage. D'ailleurs, puisque nous parlons de vol, permettez-moi cette petite parenthèse, puisque lorsque nous avons, au petit matin, avant notre arrivée à Santiago, nous allons donc survoler la Cordillère des Andes, et lorsque nous avons la chance d'avoir une belle luminosité au matin, et que nous avons peut-être aussi un petit peu la chance que la route choisie par les pilotes soit pertinente, eh bien, nous avons souvent la chance de pouvoir observer par nos hublots eh bien, la Concagua. La Concagua, c'est le plus haut sommet de la Cordillère des Andes que vous avez ici à l'image et qui culmine à près de 6962 mètres d'altitude, hein, majestueux hein, sur cette image. C'est toujours une belle introduction, en tout cas, au voyage. Nous débuterons donc ce voyage et cette croisière par la capitale chilienne, Santiago. Nous allons donc atterrir, comme vous pouvez le voir, ou même le deviner sur cette image. Eh bien, c'est une ville qui est enclavée dans une immense vallée, qui est entourée par les montagnes de la célèbre Cordillère des Andes. Et c'est une ville qui fut surtout, à l'origine, fondée par les Espagnols lors de la conquête de ces territoires. Alors, plus précisément ici, pour Santiago, Pedro de Valdivia, qui à l'époque était opposé au peuple premier de ces régions, les célèbres Mapuches, hein, on vous en reparlera. Eh bien, ces Mapuches, d'ailleurs, opposèrent une farouche résistance à l'Espagne et durent guerroyer, en tout cas pour la conquête de ces territoires. Santiago, c'est aujourd'hui une ville qui compte près de 6 millions d'habitants, qui a su tout de même préserver, je pense, son patrimoine architectural qui est issu de cette époque coloniale, avec entre autres la Plaza de Armas, où prône cette magnifique cathédrale de Santiago. Mais il y a aussi une architecture qui peut vous paraître plus moderne, dont celle que vous voyez à l'image, le Palais de la Moneda, qui est malheureusement entré dans l'histoire par le coup d'État du 11 septembre 1973. Hein, j'en suis persuadé, vous vous souvenez. Eh bien oui, ce coup d'État mené par le général Pinochet et qui aura engendré bien sûr la disparition du président Salvador Allende. Mais Santiago, c'est aussi une ville contemporaine, une ville dynamique qui a vu l'émergence ces dernières années eh bien, de centres d'affaires avec d'immenses parcs, des buildings flambant neufs. Et c'est un peu de tout cela que vous pourrez découvrir lors de cette première journée, en tout cas à la découverte de Santiago. Après eh bien, une nuit à l'hôtel Pullman, qui est situé dans le très beau quartier moderne de Vitacura, eh bien, nous allons quitter la capitale pour partir en direction de la côte pour rejoindre votre navire. Et c'est cette route qui nous donnera l'occasion eh bien, aussi d'apprécier les vallées et les vignobles que nous allons traverser. Alors, petite parenthèse ici, si vous êtes amateur de vin, sachez que les vins chiliens ont énormément progressé ces dernières années. Il y a de très nombreux Français qui s'y sont installés pour venir tenter leur chance ici, acquérir des territoires et des vignobles. Et je ne saurais trop vous recommander de goûter au moins une fois, si vous avez l'occasion lors de nos quelques escales au Chili, eh bien l'un des vins rouges que l'on croyait totalement disparu après la crise du phylloxéra hein, qui a frappé les vignes européennes en 1868. Le phylloxéra, vous savez, c'est ce petit puceron qui attaque les pieds de vigne et qui a fait des ravages en Europe. Et au Chili, eh bien, il y a un cépage qui a été retrouvé, un petit peu par hasard d'ailleurs, c'est sur les talents d'une dégustation que quelqu'un a repéré que c'était un cépage différent des merlots qui lui avaient été proposés. Il s'agit ici du Carmenère ou Carmenere en fonction de la prononciation. C'est un vin rouge de caractère, mais qui se marie parfaitement avec la viande rouge. Et vous savez ici qu'en Amérique du Sud, eh bien, c'est un plat emblématique hein, de ces latitudes. Après cette petite parenthèse, nous arriverons à Puerto San Antonio. Nous allons donc embarquer à bord du Westerdam, ce bateau qui est extrêmement élégant. Ils ont su vraiment allier confort, modernité, avec de très belles cabines, des cabines spacieuses. Hein. Vous avez ici en haut à droite une photo de l'une de ces cabines balcon. C'est toujours un petit confort lorsque nous serons dans la navigation dans les fjords. De temps en temps, vous ouvrez le balcon, vous pouvez observer le paysage. C'est aussi fort sympathique. Et en dessous, je me suis permis de vous mettre quelques images de ces salons pour vous montrer effectivement qu'ils ont pris le soin de décorer celui-ci avec beaucoup de goût en tout cas. Et c'est toujours très agréable de pouvoir embarquer sur ces bateaux. Nous débuterons donc officiellement la croisière. Nous débutons côté Pacifique, cap au sud, tout de suite en direction de votre première escale qui sera l'escale de Puerto Montt. J'en profite aussi
pour vous signaler aujourd'hui que je me suis permis tout au long de cette présentation de tracer sur les cartes d'introduction de chaque escale eh bien, les routes suivies par le navire, simplement pour que vous puissiez aussi mieux appréhender le détail des fjords, des chenaux, des canaux que notre navire va emprunter tout au long de cette croisière. Et si vous regardez donc la carte à droite, eh bien, remarquez qu'au petit matin, notre navire va bifurquer cap à l'est, hein, quasiment, puisqu'il va emprunter un canal qui s'appelle le canal de Chacao, qui sépare, si vous voulez, au nord le Chili continental, au sud l'île de Chiloé, et notre navire va s'engouffrer dans ce canal pour rejoindre la grande baie de Roncalvi pour jeter l'ancre devant Puerto Montt. Puerto Montt, c'est ni plus ni moins que la plus grande communauté de ce que l'on appelle le Chili austral. Elle est aussi la dernière ville de la célèbre panaméricaine. Ça vous parle, hein, cette route qui relie l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Lorsque vous arrivez à Puerto Montt, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre par la route plus au sud. Vous avez un choix. Soit vous poursuivez en empruntant un bateau, un petit ferry qui va vous conduire plus au sud, soit vous bifurquez alors vers Buenos Aires et vous poursuivez votre route, mais au travers de la Patagonie, côté argentin, donc la Patagonie argentine. Elle est surtout, cette ville de Puerto Montt, la capitale de cette belle région qu'on appelle la région des lacs, qui précède celle de la région des fjords chiliens dont je vous parlerai d'ici quelques instants. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, Puerto Montt, c'est une ville qui est adossée à la cordillère des Andes. Vous pouvez le deviner aussi qu'il y a de nombreux volcans, vous le voyez dans le lointain. Vous n'êtes pas d'ailleurs, je pense, sans savoir que les Andes et le Chili sont bien sûr situés sur la célèbre ceinture de feu du Pacifique. Alors, lors de cette escale, nous allons vous proposer de partir en direction du parc national Vicente Pérez Rosales. C'est, pour information, le plus ancien parc national du pays. Il rend d'ailleurs hommage au fondateur de la ville de Puerto Montt dont il porte le nom. D'ailleurs, les premières installations de Puerto Montt remontent au milieu du 19e siècle, si ma mémoire est bonne, j'aurais dit 1850-1853. Et en suivant la route panoramique le long du lac, vous allez pouvoir apercevoir l'un des volcans les plus célèbres de la région qui s'appelle le volcan Osorno. C'est un volcan qui culmine à une altitude de 2661 mètres. Et bien souvent, lorsque nous sommes sur cette route et que les passagers et les voyageurs découvrent ce volcan, avec ce cône majestueux, eh bien, souvent, ils nous font la remarque que celui-ci nous fait penser un petit peu au Fujiyama. Hein. Je vous aurais mis juste la photo, on aurait peut-être eu le doute. Alors, vous savez que c'est un volcan, vous vous demandez peut-être comment est-ce possible que ce cône soit autant préservé. Eh bien, pour votre information, c'est un volcan qui a une particularité, c'est qu'à sa base, il y a environ 40 cratères. Et donc, les éruptions ont toujours eu lieu à sa base. Vous comprenez donc un petit peu mieux pourquoi son sommet est donc aujourd'hui préservé. Poursuivant votre route, vous allez aller jusqu'aux cascades des Lanquihue. Vous allez pouvoir découvrir eh bien, ces rivières à l'eau bleu turquoise magnifique qui dévalent au travers de cette roche volcanique. Et tout cela dans un véritable écrin de verdure. Regardez ces images à droite. Pour moi, c'est un très bel endroit où l'on prend vraiment plaisir à se promener en pleine nature. Au retour, nous ferons une petite halte dans la charmante petite ville de Puerto Varas, qui est surnommée la ville des roses. C'est extrêmement poétique. Hein. Et je pense que vous serez peut-être quelque peu surpris, peut-être à l'image de l'église que vous voyez donc ici à l'écran sur votre droite. Eh bien, vous remarquerez que toute l'architecture de la ville, tout comme celle d'ailleurs un petit peu de la région, a été aussi grandement influencée par des colons arrivés ici au 19e siècle qui étaient d'origine allemande. Et donc, on retrouve quelques codes de leur culture, hein, puisqu'ils ont reconstruit ce qu'ils savaient faire. Et d'ailleurs, ce qui est assez sympathique, c'est que dans cette région de Puerto Montt, Puerto Varas, eh bien, ces colons revendiquent véritablement, avec beaucoup de ferveur, leur double culture, aussi bien chilienne qu'allemande. Vous voyez sur l'image en bas à gauche ces drapeaux hein, qui ont été dressés, puisqu'ils font même l'Oktoberfest en octobre ici à Puerto Montt. Vous voyez qu'ils sont véritablement, en tout cas, attachés à cette double culture. Quittant Puerto Montt, retour au bateau, nous allons poursuivre cap au sud pour aller découvrir cette magnifique région des fjords chiliens avec cette première escale qui sera à Puerto Chacabuco. Si vous regardez la carte à droite, on peut deviner que le navire va remonter un fjord dans sa dernière partie de navigation. Il s'agit du fjord de Aysen, Puerto Chacabuco étant situé donc à l'extrémité de ce fjord.
Et lorsque vous allez débarquer à Puerto Chacabuco, vous mettrez officiellement le pied en Patagonie. C'est l'une des régions les plus sauvages de Patagonie, qui est probablement la moins densément peuplée. On parle de moins d'un habitant au kilomètre carré dans cette région reculée. Alors, il faut aussi bien l'avouer, pour moi, cette région des fjords, elle est entourée bien sûr par les montagnes de la Cordillère des Andes, elle est face au Pacifique et donc il y a un climat qui est relativement venteux, souvent pluvieux, et les habitants plaisantent souvent avec nous en disant « mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le temps habituel ici ». Et ils en rajoutent derrière en disant « quand il ne neige pas ». C'est évocateur, hein, nous sommes quand même en route vers l'une des pointes les plus extrêmes donc de la Patagonie. Et Chacabuco, pardon, est relié aussi à la civilisation, si je puis m'exprimer ainsi, par la petite ligne de ferry. Vous devinez le bateau à coque rouge sur la gauche de votre image. Et ces habitants ont tout de même su tirer parti de cet isolement et de leur environnement, donc au sein de ce fjord, en développant ici des fermes d'élevage de saumon. Et cela leur a permis tout simplement de sédentariser la population grâce au développement de cette activité industrielle qui a donné, bien sûr, une source de revenus et du travail pour ses habitants. Mais cette région est surtout connue des Chiliens, lorsque vous évoquez Chacabuco avec les Chiliens, simplement puisque c'est une région qui a été le théâtre du dernier affrontement entre les troupes coloniales espagnoles et les forces indépendantistes du pays. Celle-ci était menée par le héros de l'indépendance chilienne qui s'appelle le gouverneur Bernardo O'Higgins, Higgins, qui était, comme vous pouvez le deviner avec cette écriture et ce nom, simplement d'origine irlandaise. Il est sur la gauche sur votre écran. Et ce dernier, pour pouvoir battre ces forces espagnoles, a été épaulé à l'époque par les troupes menées par le général José San Martín. Ce sont des troupes argentines. Donc lui, San Martín, c'est le héros de l'indépendance de l'Argentine. Et leurs deux armées qui se sont fédérées ont réussi ici à Chacabuco à défaire les Espagnols. La bataille de Chacabuco le 12 février 1817 et cela a conduit simplement l'année suivante à établir solennellement l'indépendance du Chili le 18 septembre 1818, prononcée alors par O'Higgins, vous l'aurez compris. Lors de cette escale, nous avons choisi de vous emmener au cœur de cette région sauvage. Nous allons faire une petite incursion au cœur de ces vallées préservées de la Patagonie. Vous allez donc partir en direction de la grande réserve dite de la rivière Simpson, vous la devinez en bas à gauche sur cette image, avec ces magnifiques paysages. Et nous ferons donc un arrêt à la capitale de cette province, la province d'Aysén. Nous allons faire un arrêt à Coyhaique. Coyhaique, simplement pour que vous puissiez aussi découvrir ce qu'est la vie au cœur de cette Patagonie, dans cet petit village, flâner sur le petit marché artisanal, avant aussi de déguster quelques spécialités locales, le contact avec la population. Et je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez aussi goûter l'une des spécialités dont d'ailleurs le Pérou et le Chili se battent en tout cas pour la paternité de celui-ci, c'est le pisco sour. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un apéritif qui est, croyez-moi, extrêmement savoureux et souvent apprécié d'ailleurs par les voyageurs lorsque nous sommes sur cette escale et sur cette destination. Après cette incursion dans cette aire reculée de Patagonie, nous allons poursuivre notre route cap au sud en direction de Punta Arenas. Et vous allez alors pouvoir profiter, pour moi, de très beaux moments de navigation, puisque nous serons vraiment au cœur des chenaux et canaux de Patagonie. Je vous invite à regarder quelques instants la carte à droite de votre image, afin que vous puissiez un peu mieux appréhender la route que va devoir suivre le navire. Alors, bien sûr, la route peut toujours un petit peu varier, puisque c'est avec beaucoup de soins qu'on essaie de vous présenter donc, le détail, mais la route peut varier en fonction du climat, de la météo, mais en tout cas, elle sera extrêmement proche, en tout cas, de celle que je me suis permis de vous tracer aujourd'hui ici. La navigation, d'ailleurs, c'est pour moi, dans cette région, quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, puisque c'est une navigation qui n'est jamais la même. Nous alternons bien sûr entre les fjords et l'océan, mais surtout, avec une météo aussi changeante sous ces latitudes, ça nous fait admirer un petit peu la beauté de cette nature du bout du monde avec tout son panel de couleurs. Et l'on peut aussi apercevoir de ci, de là, dans le lointain, des sommets enneigés. Alors,
vraiment, si j'avais peut-être un conseil aujourd'hui à vous donner, pour moi, hein, il n'y a pas de plus grand plaisir que de s'installer sur un petit transat sur le pont lors de ces navigations et de laisser défiler le paysage. C'est vraiment une très belle expérience. Alors éventuellement, si vous avez peur d'avoir froid, peut-être une petite couverture, un petit bouillon, un petit thé, un petit chocolat, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour moi, sur ces destinations, ce que j'appelle les petits plaisirs simples de la vie. Il faut revenir un petit peu aux choses simples parfois et apprécier. Nous avons la chance avec ces bateaux d'être au cœur de cette nature. Et donc, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de l'espérer. Et puis, si vous êtes peut-être un petit peu frileux et que vous avez peur d'avoir trop froid sur ce pont, eh bien, il y a quand même aussi sur ces bateaux des grands salons panoramiques où vous pouvez vous aussi vous installer à l'intérieur. Il fera peut-être un petit peu plus chaud, mais le paysage, en tout cas, sera toujours aussi beau. Et puis, il faut avouer aussi, si l'on a le plaisir de s'adonner à cette observation, eh bien, si on est patient, parfois un petit peu opportuniste dans le bon sens du terme, eh bien, au détour d'un fjord, la magie peut opérer. On peut être surpris par un arc-en-ciel, par une baleine. Bref, vous l'aurez compris, je pense que c'est une belle expérience à vivre au cœur, en tout cas, de ces fjords chiliens. Nous quitterons donc les fjords pour ensuite débuter notre navigation dans l'emblématique détroit de Magellan afin d'atteindre notre prochaine escale qui sera donc celle de Punta Arenas. Punta Arenas, c'est cette ville qui est située donc au cœur du détroit de Magellan, qui doit son âge d'or à ce bras de mer qui a drainé un immense trafic maritime. On y découvre par exemple une réplique à l'échelle de la célèbre caraque de Magellan, la Nao Victoria que vous voyez en haut à droite. Mais c'est également au centre-ville que l'on peut découvrir, par exemple, de très beaux hôtels particuliers qui ont été plutôt érigés au milieu du 19e siècle, puisque cette région a aussi un riche passé de l'élevage de moutons. Et lors de cette escale, eh bien, nous allons vous proposer d'embarquer sur un bateau pour aller sillonner ce détroit de Magellan, tout comme d'autres grands explorateurs l'ont fait avant vous, Magellan, Charles Darwin à droite, on en reparle, ou Sir Francis Drake au centre de cette image. Pourquoi nous vous faisons embarquer sur ce bateau? Parce que nous souhaitons vous emmener à la rencontre de la faune locale sur une petite île située au cœur du détroit de Magellan, qui s'appelle l'île de la Magdalena, qui est un véritable sanctuaire totalement protégé aujourd'hui. C'est une île qui accueille chaque été une immense colonie de manchots de Magellan qui viennent ici pour se reproduire. Alors attention, j'ai bien dit ici de manchots et je n'ai pas dit de pingouins, puisque souvent il y a une petite confusion. Alors je n'ai malheureusement peut-être pas le temps aujourd'hui de développer ce point, mais brièvement, sachez que le dernier descendant de la famille des pingouins vit dans l'hémisphère nord, donc vit dans notre hémisphère. Il s'agit du petit pingouin torda que je vous ai mis ici à gauche de votre écran. Et petite particularité, ce pingouin torda, il vole. C'est peut-être une révélation pour vous, mais oui, les pingouins volent. Cependant, dans l'hémisphère sud, il y a des manchots. Eux ne volent pas, c'est ce que vous voyez sur la droite. Ils sont à la place de leurs ailes des palettes natatoires, pour votre information. Mais bien que ces deux animaux peuvent vous sembler assez similaires de par les couleurs et parfois un petit peu la taille, il s'agit ici de deux espèces qui sont complètement distinctes. C'est comme si vous compariez, je ne sais pas, un éléphant avec une girafe, par exemple. Vous voyez, alors, vous allez me dire que je force peut-être un petit peu le trait. On n'est pas loin, mais cela, en tout cas, vous aidera à ne plus les confondre. Alors, bien souvent, il y a un gage pour le premier passager qui parle de pingouin alors que nous parlons de manchot. Bon, vous verrez, vous êtes en tout cas prévenus, puisque nous faites l'amitié, en tout cas, d'écouter cette conférence découverte. Alors, après cette rencontre avec les manchots, qui bien souvent enthousiasme tout le monde, même encore nous, on a beaucoup de plaisir de retrouver ces charmants petits animaux, eh bien, notre navire va lever l'ancre. On va mettre cap toujours au sud, puisque nous allons donc quitter les terres chiliennes pour mettre cap vers l'Argentine, vers le port de Ushuaia, la baie qui regarde vers l'est, la traduction littérale de ce nom de Ushuaia. Et pour nous y rendre, nous allons devoir sillonner, comme vous voyez encore sur cette carte, les canaux de l'archipel de la Terre de Feu. Notre paquebot va donc naviguer dans le célèbre canal de Beagle. Sachez que ce canal tire son nom du Beagle, c'est ce bateau, cette reconstitution de bateau que vous avez à l'image, qui était ni plus ni moins qu'un voilier d'exploration britannique qui a ouvert cette nouvelle voie de passage. Il y avait précédemment la route pour aller de l'Atlantique au Pacifique par le détroit de Magellan, par le Cap Horn, et la troisième voie qui fut ouverte fut par ce navire, le Beagle,
donc par le canal de Beagle. Et sachez d'ailleurs que, pour l'anecdote, ce navire, c'est celui qui a conduit sous ces latitudes Charles Darwin. On en parle depuis tout à l'heure. Mais en empruntant ce canal, nous serons juste sous un champ de glace, le champ le plus sud, en fait, ici en Patagonie, qui est dénommé, et après ce que je viens de vous dire, ça ne va pas vraiment vous surprendre, eh bien, il s'agit de la cordillère Darwin, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite. Et nous allons emprunter ce que l'on appelle l'allée des glaciers. Nous allons avoir l'opportunité de voir défiler sous nos yeux pas moins de 5 majestueux glaciers, qui sont en réalité 5 langues glaciaires de la cordillère Darwin. Je vous les ai entourés à droite sur la carte. Le plus impressionnant d'entre eux étant certainement celui du glacier Italia que vous avez à l'image. C'est une photo qui a été prise du pont sans zoom. C'est pour vous dire un petit peu la distance. On est à quelques centaines de mètres seulement de cet immense glacier. Et c'est pour chacun, pour les passagers tout comme pour nous, eh bien, une navigation qui est toujours époustouflante et qui précède donc notre arrivée à Ushuaia. Ushuaia, lorsque vous mettrez pied sur le quai et que vous allez sillonner donc ces ruelles, vous poserez pied officiellement la première fois dans l'archipel de la Terre de Feu. Vous êtes donc dans cette ville du bout du monde, hein, cette ville mythique. Alors, surtout pour les francophones, il faut se l'avouer, les Allemands, les Anglais ou les Américains ou les autres nations n'ont pas autant d'engouement pour Ushuaia. Ils savent que c'est la ville du bout du monde, mais nous, les francophones, on a surtout cette image aussi qui a été alimentée par toutes les émissions nature d'un ancien ministre français, vous vous souvenez, et puis de tous ces gels douches, cette marque que vous retrouvez dans les supermarchés, Ushuaia un petit peu partout. Donc, allez entrer en tout cas dans la vie commune de tout le monde. Et cette ville a été aussi le point de départ de nombreuses expéditions polaires. On rendra hommage aujourd'hui peut-être à l'expédition de la Belgica, Adrien de Garlache, que vous voyez en bas à droite, qui a fait escale aussi à Ushuaia. Son second était, pour la petite anecdote, un futur grand explorateur polaire qui était venu se former. Il s'agit de Roald Amundsen, tout de même, lors de cette grande expédition. Cette ville d'Ushuaia est encore aujourd'hui le point de départ des croisières vers l'Antarctique, croisières que nous vous proposons aussi chez Voyage d'Exception, si vous voulez un jour découvrir le continent blanc. D'ailleurs, vous retrouverez sur notre site ces départs. Mais c'est aussi une ville qui, pour moi, possède un dynamisme incroyable. Si vous vous promenez dans son centre-ville, vous pourrez découvrir ces fresques murales, ce que l'on appelle aujourd'hui, vous savez, le street art, que vous voyez sur la gauche sur ces images. Mais c'est aussi une ville qui possède de nombreuses boutiques, des boutiques qui sont détaxées, puisque sachez que Ushuaia est un port franc. Alors, il vous sera possible de faire quelques emplettes afin de rapporter, je pense, quelques souvenirs à vos familles ou vos proches. Bien souvent, les gens à Ushuaia veulent le faire et c'est bien normal. Vous pourrez aussi, si vous êtes épicurien, goûter la santoya, cette araignée de mer que vous voyez en bas à droite de votre écran. C'est une lointaine cousine du crabe du Kamchatka que vous connaissez, qui vous êtes peut-être un petit peu plus familier. Elle est plus petite, mais rassurez-vous, elle est vraiment succulente. Vous pourrez aussi choisir d'aller visiter les musées. Il y a de nombreux musées à Ushuaia. Beaucoup sont d'ailleurs localisés dans l'ancien bagne, l'ancienne prison. Vous savez que Ushuaia était à l'origine une grande colonie pénitentiaire où l'on envoyait les bagnards au bout du monde pour les oublier. Et aujourd'hui, peut-être que, ironie de l'histoire, ce sont les touristes qui vont affluer ici pour découvrir ce bout du monde. C'est un joli clin d'œil en tout cas ici. Mais chez Voyage d'Exception, on aime aussi vous emmener là où vous ne pourrez pas aller seul, puisque nous allons vous emmener une fois de plus à la rencontre de la faune locale. Et pour cela, nous allons vous proposer d'embarquer sur un petit catamaran et de nous diriger vers les îlots qui sont face à la baie d'Ushuaia, qui sont au cœur de cette baie d'Ushuaia, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Et grâce à ces bateaux, vous allez pouvoir tout d'abord approcher de ces nombreuses colonies d'oiseaux, mais également vous approcher des lions de mer, ou ce qu'on appelle aussi des otaries à crinière. Et il faut que je vous l'avoue, moi je suis toujours épaté vraiment par la dextérité des commandants de ces catamarans, qui font toujours le maximum pour vous permettre d'observer au mieux ces animaux en vous approchant à quelques mètres. Vous voyez, cette photo aussi a été prise sans zoom, directement du pont du bateau. Vous voyez, on est à quelques mètres. Et rassurez-vous, les animaux ont pris l'habitude qu'on vienne les observer. Et puis, on n'a pas vraiment l'impression de les déranger. Regardez, là, je pense que la vie est peut-être plus dure, en tout cas pour eux, dans d'autres circonstances. Et puis, je pense que vous ne manquerez pas non plus de photographier ce phare qui s'appelle le phare des éclaireurs.
Alors bien souvent, on le confond avec le phare du bout du monde de Jules Verne, on en rêve presque, dont je vous ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Sachez que le phare du bout du monde est situé, lui, beaucoup plus à l'est, sur une autre île, sur l'île des États, qui est située, si vous voulez, face à la pointe orientale de la Terre de Feu. Donc vraiment, je dirais la dernière terre à l'est, en tout cas, de la Terre de Feu. Mais au fil du temps, eh bien, ce phare des éclaireurs est devenu aussi l'un des emblèmes de cette terre du bout du monde. Et d'ailleurs, on le retrouve quasiment aujourd'hui décliné sous toutes ses formes dans les boutiques de la ville. Et puis en soirée, eh bien, notre navire va appareiller l'Ushuaïa pour se diriger eh bien, vers le mythique Cap Horn. Il s'agit en réalité d'une île, hein, on en a parlé puisqu'il fait partie de la grande archipel de la Terre de Feu. Eh bien, il s'agit de l'île la plus méridionale de l'archipel, dite des îles Ermites, hein, donc c'est sous-catégorie, où se dresse eh bien, ce magnifique promontoire. Il s'agit d'un moment de navigation emblématique, un mythique. Doubler le Cap Horn, ces falaises qui sont battues à l'année par les deux océans, Pacifique et Atlantique. Cependant, je pense que vous comprendrez aussi assez aisément que cette navigation est toujours sujette aux conditions climatiques et que le commandant évalue toujours avec soin la situation en fonction bien de ces conditions météorologiques. Mais lorsque Mère Nature est clémente et plutôt de notre côté, et bien que nous pouvons approcher ce promontoire, eh bien c'est toujours un événement. Je dirais un événement qui est aussi attendu qu'espéré, un rêve pour certains. Et c'est toujours à chaque fois effectivement l'un des points d'orgue de cette belle, de cette belle croisière en Patagonie. Et puis si la météo est assez claire ce jour-là, hein, vous voyez, ça c'est une couleur un petit peu assombrie, mais ça ressemble à un vrai Cap Horn. Si je vous avais mis un grand ciel bleu, vous m'auriez dit c'est ça le Cap Horn. Pourquoi on en fait toute une histoire? Et non, c'est pas toujours évident. Regardez cette mer moutonneuse qui ressemble véritablement à un Cap Horn. Et puis, si la météo est assez claire, nous aurons peut-être le plaisir de pouvoir observer eh bien, ce monument, le monument qui est situé sur le Cap Horn. Vous voyez sur cette image, il est à gauche, c'est un losange qui est évidé et qui laisse apparaître le profil d'un albatros, hein, encore un animal emblématique de ces latitudes australes. Mais également, on pourra apercevoir l'un de ces phares qui incorpore d'ailleurs la demeure du gardien chilien qui vit ici avec sa famille et qui est ici pour assurer la légitimité territoriale du Chili sur cette terre du bout du monde. Et puis après, je l'espère, ce joli moment de navigation, notre navire va mettre cap au nord pour la première fois, nord-nord-est, en direction de l'archipel des îles Malouines. Nous allons donc longer l'île des États, hein, si chère à Jules Verne pour le phare du bout du monde, et nous allons mettre cap vers les îles Malouines. Alors, ces îles qui furent découvertes à la période des grandes expéditions du XVIe siècle, elles furent pour la première fois colonisées par des Français qui vont venir s'y installer, des Malouins, d'où leur nom en français de îles Malouines. Et par la suite, les Français vont faire le choix de se retirer au profit de la couronne espagnole. Et c'est à ce moment-là que va éclater un conflit de souveraineté tout d'abord entre l'Argentine et l'Angleterre. Nous étions en 1770 et surtout, et là je pense que vous vous en souvenez aussi, à l'ère Thatcher en 1982, lorsque la guerre va éclater entre ces deux nations, entre l'Argentine et l'Angleterre. Et c'est pour cela que vous trouvez aussi eh bien, ces îles référencées sous divers noms en fonction des ouvrages que vous consultez. Malouines en français, Islas Malvinas en espagnol et Falklands Island en anglais. Alors sans vouloir entrer aujourd'hui ici dans des considérations territoriales ou patriotiques, ce n'est pas le but. Eh bien, ce qui va vous surprendre et ce qui surprend toujours le visiteur lorsqu'on débarque dans cette capitale des Malouines qui s'appelle Port Stanley, eh bien, vous allez trouver ce que je pourrais appeler eh bien, tous les codes britanniques. Vous êtes en hémisphère sud, vous êtes à des milliers de kilomètres de l'Angleterre. Eh bien, première chose qui va vous marquer, eh bien, on roule à gauche. Alors attention, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Attention avant de traverser la rue, je vous rassure, vu la population de Port Stanley et des îles Malouines, il y a rarement véritablement un embouteillage. Hein. C'est quand même des choses rares, rassurez-vous. Mais le premier bâtiment que vous allez apercevoir, c'est celui que vous allez voir à l'image. Vous allez voir une maison avec des bow windows. Vous savez, ces vérandas trapézoïdales qui sont typiquement britanniques. On trouve à Port Stanley des pubs. On est dans un territoire, effectivement, hein, un territoire anglais sans pub, ça ne serait pas véritablement un territoire. Il y a aussi, bien sûr, les emblématiques cabines téléphoniques rouges, plus trop usitées, mais ils les gardent quand même, ça fait partie de leur patrimoine. Et j'en profite ici puisque vous pouvez découvrir le bureau de poste de Port Stanley. Alors, pour nos amis philatélistes,
eh bien, une visite s'impose au bureau de poste de Port-Stanley parce que, si j'en crois les experts, eh bien, les timbres de ces îles sont assez rares et recherchés. Alors, il y a toujours quelques passagers qui profitent de cette escale pour ramener un souvenir atypique et qui pourra être échangé ou offert à des gens qui sont philatélistes dans leur famille. Mais ce que nous aimons aussi chez Voyage d'Exception, c'est une fois de plus mettre en valeur des choses que vous ne pouvez pas forcément toujours découvrir tout seul, surtout à Port-Stanley. C'est la beauté de la nature et de la faune de ces îles qui sont dites des îles subantarctiques. C'est une escale rare qui est aussi atypique que rare d'ailleurs. On découvre, donc en quittant la ville, eh bien, ces paysages que vous voyez sur la gauche, ces paysages de toundra, et on découvre aussi sur la droite ce qu'on appelle des rivières de pierre. Eh bien, ce sont des rivières, ce sont des roches qui, par l'érosion, dévalent les vallées, et elles sont canalisées un petit peu jusqu'à la mer, et ça donne ces rivières de pierre. C'est quelque chose donc d'assez atypique. Et sur ces territoires subantarctiques, de par ce climat si particulier, eh bien, il y a aussi, une fois de plus, une faune incroyable. Et ce que je vous propose de découvrir, c'est d'aller à la rencontre eh bien, de nouvelles colonies, des colonies de manchots qui ne sont pas des Magellans que nous avons découverts donc, sur la Patagonie, mais des manchots papous, vous avez sur la gauche, et surtout des manchots royaux. Vous savez que ces manchots royaux, eh bien, ce sont les deuxièmes plus grands manchots dans la famille des manchots, et, le plus grand étant le manchot empereur, que l'on trouve, lui, qu'en Antarctique. Eh bien, je vous assure, c'est aussi, encore une fois, une très belle rencontre sur cette croisière, qui nous est offerte sur cette croisière, en tout cas, en Patagonie. Et après la découverte de ces territoires du bout du monde, de leurs paysages, de leur faune, de l'histoire de ces territoires, qu'elles soient européennes ou celles de ces peuples premiers, eh bien, votre navire va mettre cap au nord en direction de Montevideo. Nous allons donc progressivement retourner vers la civilisation. Après cette belle parenthèse nature au sud sur cette ère australe, nous allons donc découvrir le cœur de cette capitale uruguayenne qui est Montevideo, avec son architecture qui est très éclectique, où l'on peut trouver des bâtiments années 30 et la modernité des buildings. Et nous allons aussi vous proposer de sortir de cette capitale pour aller faire un petit peu de no-tourisme. En quittant ce centre-ville, nous allons nous rendre dans l'un des domaines viticoles les plus réputés d'Uruguay, qui s'appelle le domaine Verela Sarans. Et ce domaine eh bien, produit un cépage emblématique de l'Uruguay, le Tanat, qu'il vous faudra aussi goûter, le Carmenere côté chilien, le Tanat côté uruguayen. Et vous apprécierez d'ailleurs d'autant plus sa saveur, car nous aurons le plaisir de l'apprécier lors d'un déjeuner qui vous sera proposé au cœur de ce vignoble. Vous voyez, le retour à la civilisation ne sera pas si violent, en tout cas juste ici. Et puis, dernière nuit de navigation, nous allons donc traverser l'emblématique Rio de la Plata afin d'atteindre notre dernière escale qui sera donc Buenos Aires. Nous découvrirons ensemble, eh bien, je pense, la plus européenne des villes d'Amérique du Sud, Buenos Aires, avec ses bâtisses majestueuses, comme ici la Casa Rosada, qui n'est pas sans rappeler aussi les discours qui furent prononcés à son balcon par Evita, ça vous parle bien entendu. Mais aussi, Buenos Aires, c'est ce quartier coloré, le quartier coloré de la Boca, avec sa mythique rue Caminetto, où résonnent tous les jours eh bien, des notes de tango et où on peut apprécier véritablement le talent des danseurs dans ces rues de la Boca. Nous avons d'ailleurs aussi souhaité eh bien, vous proposer d'assister à un spectacle de tango. Ce spectacle sera donné en milieu de journée, pendant votre déjeuner, avant de poursuivre l'après-midi eh bien, votre découverte de la ville par un musée. Le Musée national des beaux-arts de Buenos Aires, c'est un choix puisque c'est un très beau musée qui possède un large panel de courants artistiques qui vont du Moyen-Âge à nos jours. Alors, vous retrouverez des codes que l'on connaît bien, les grands maîtres internationaux, Rembrandt, Rubens, Chagall, Picasso ou peut-être Goya. Mais il y a aussi dans ce musée, et c'est là où je le trouve plutôt pertinent, eh bien, de nombreuses œuvres d'artistes argentins et sud-américains qui sont rares et que l'on ne connaît pas véritablement sous nos latitudes. Et c'est toujours intéressant de s'attarder un petit peu sur ces collections pour découvrir d'autres talents et s'intéresser à la vie de d'autres artistes. Cette belle croisière s'achèvera donc à Buenos Aires, mais sachez que si vous voulez prolonger l'expérience, eh bien, vous pouvez allonger votre voyage, puisque vous pouvez choisir de participer en fait à un pré ou à un post-séjour avant ou après cette croisière. Le pré-séjour vous permettra au départ de Santiago de partir 3 jours sur l'île de Pâques, un pré-séjour qui va vous permettre de découvrir eh bien, toutes les richesses de cette île emblématique avec ses moailles qui sont connues à travers le monde.
et de Buenos Aires. Si vous voulez prolonger aussi, vous pourrez voyager en direction des chutes d'Iguassou. Là aussi, une autre merveille pour moi de la nature que l'on peut découvrir grâce à ce voyage en Amérique du Sud. Enfin, comme vous le savez, eh bien, nos voyages sont toujours encadrés par une équipe francophone. Nous garantissons aussi les excursions francophones. Mais nous sommes d'ailleurs les seuls à vous garantir des excursions en français sur ces itinéraires. Sachez que ces intervenants aussi qui voyagent avec vous, et ces intervenants et conférenciers, je devrais plutôt dire, ont le plaisir aussi de partager leur savoir tout au long des temps de navigation. Lors de cette croisière en Patagonie, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Luminet, son nom vous est peut-être familier si vous intéressez à l'astrophysique, puisqu'il est astrophysicien. Il va nous parler de science, simplement puisque ce territoire va être le témoin de deux phénomènes célestes successifs. Ce seront des éclipses, deux éclipses totales du Soleil. D'ailleurs, la première aura lieu dans quelques jours, puisque ce sera le 14 décembre 2020 en Patagonie. Malheureusement, avec la pandémie, nous ne pourrons pas y être, et donc ce spectacle sera réservé donc aux populations qui sont situées donc sur le site. Mais il y aura une deuxième éclipse en Antarctique en 2021. Vous voyez, il nous parlera donc de ce phénomène céleste qui va marquer deux fois le territoire que nous allons parcourir. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Pierre-Jean Furet, qui lui nous parlera d'histoire avec entre autres Fernand de Magellan. Je tiens quand même à vous rappeler que nous célébrons cette année les 500 ans de la découverte du détroit de Magellan par les Européens, 1520-2020. Vous voyez, donc ça sera vraiment d'actualité, puisque ce voyage aura lieu certes l'année prochaine, mais nous en parlons aujourd'hui. Nous parlerons aussi, puisque j'aurai peut-être le plaisir d'évoquer avec vous, d'autres thématiques. Pierre-Jean nous parlera de la Patagonie en sens large. Moi, je vais m'intéresser peut-être à la partie maritime de notre voyage, au travers des cartes marines. Vous l'avez peut-être deviné aujourd'hui, puisque j'aime beaucoup vous montrer et expliquer pourquoi nous choisissons les routes qui ont été choisies. Et on va aussi évoquer ensemble la palpitante histoire des Capornes et des Caporniers. Et puis, je pourrais vous parler aussi, là je vous promets de le faire un peu plus en détail, je vous parlerai de ces charmants animaux que vous découvrirez peut-être avec nous, ces charmants manchots qui sont vraiment attendrissants et dont on adore observer aussi les comportements dans ces colonies. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de découvrir cette belle destination. J'aurai très certainement le plaisir prochainement de vous retrouver pour de nouvelles conférences découvertes. Je vous rappelle que vous pouvez revoir en replay sur notre chaîne YouTube les précédentes éditions de nos conférences découvertes. N'hésitez pas donc à aller les voir. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner à cette chaîne, comme cela vous serez averti de nos prochains rendez-vous. Je vous remercie encore de votre attention en espérant ne pas avoir été trop long et je vous laisse maintenant en compagnie de Lionel. À très bientôt et merci. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour cette présentation de cette sublime croisière en Amérique du Sud, donc en novembre 2021. Vous êtes déjà très nombreux à être inscrits dessus et ça sera un formidable moment de découverte et de dépaysement dans ces contrées magnifiques. Avant de conclure, je voudrais justement en profiter pour vous montrer une vidéo qui a été prise sur une de nos dernières croisières en Patagonie, ce qu'on appelle un time-lapse du passage du Cap Horn, qui a été réalisé par Luc Moreau, l'un de nos intervenants sur cette croisière. Donc, je vous laisse découvrir cette très jolie vidéo, ce time-lapse du Cap Horn. Voilà, il est temps de conclure. Donc, dans 15 jours, notre prochaine conférence découverte concernera nos transatlantiques, nos croisières transatlantiques sur le Queen Mary 2. Nous avons 2 départs en 2021 sur cette sublime croisière à faire au moins une fois dans sa vie.
La première a lieu en juin, où nous serons accompagnés de Patrick Poivre d'Arvor, et la seconde en octobre avec Franck Ferrand, l'historien, et Serge Legat, l'historien d'art. Et nous prévoyons des petites surprises pour vous pour cette conférence découverte, qui sera d'ailleurs à nouveau présentée par Jean-Charles. Donc je vous invite à nous retrouver dans 15 jours pour cette conférence découverte. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton abonner juste à côté. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. À bientôt.